Bienvenue dans la deuxième partie de notre saga sur les marques horlogères largement sous-cotées et à reconsidérer. Bonjour à tous et bienvenue sur DMEV, j'espère que vous allez pour le mieux. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'immense accueil que vous avez réservé au premier volet diffusé il y a 2 semaines. Ça vous a plu, vous en avez redemandé et ça tombe bien car aujourd'hui, dans cette seconde partie, je vais vous parler des 3 autres marques que je considère comme largement sous-cotées. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur ma définition de marque sous-cotée afin qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on parle tous de la même chose. Pour moi, la notion de sous-coté n'est pas uniquement corrélée avec une quelconque notion de prix. En clair, le fait que les montres soient vendues en deçà du tarif auquel elles devraient être n'est pas le seul critère. Non, en fait, c'est un ensemble de choses. Tout d'abord, il s'agit bien souvent d'une marque qui communique peu et mériterait davantage de se trouver dans la lumière, surtout au vu de la qualité et des spécifications assez hors normes qu'elle est capable de délivrer. Mais je crois que vous voyez exactement de quoi je parle. Ensuite, il s'agit bien souvent de marques assez peu ou inégalement distribuées sur le territoire. En clair, pas facile d'essayer les pièces avant de sauter le pas. Du coup, ils s'en vendent peu. Du coup, on les voit peu et par effet de bord, ces dernières paraissent très confidentielles. Donc pas facile de les distinguer dans cet océan de propositions. Or, les marques dont je vous ai parlé la semaine dernière, Zine, Nomos et Zenith, mais aussi celles que je vais vous exposer aujourd'hui, souffrent davantage d'un défaut d'image, d'un défaut de storytelling, d'imaginaire collectif qu'un vraiment défaut de qualité. C'est même bien souvent le contraire, car on a là de vraies montres de connaisseurs, d'amateurs qui ont pris la peine de s'informer et de sortir des sentiers battus. Donc, accrochez votre bouclardillon, on part explorer 3 marques sous-cotées. Avant de commencer, sachez que cet épisode est, comme d'habitude, disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube, Démontrez-vous. Si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider DMEV à progresser. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui suivent la chaîne assidûment mais qui ne sont pas abonnées. Et vous savez, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Pour rappel, n'hésitez pas à me poser vos questions en MP via le compte Insta, Démontrez-vous. Comme vous le savez, chaque semaine, j'en sélectionne une et j'y réponds en début d'épisode. Voici tout de suite la question de la semaine. Elle est posée par Clément P et je la trouve très intéressante. Que penses-tu des Speed Reduced ? Leurs mouvements sont-ils vraiment si critiquables ? Écoute, merci déjà Clément pour ta question. Alors, j'ai voulu répondre à cela car vous êtes vraiment très nombreux à vous intéresser de plus en plus sérieusement à l'Omega Speedmaster Reduced comme une alternative sérieuse à la Moonwatch dite classique, c'est-à-dire la 42 à remontage manuel. Et ça peut aisément se comprendre. Diamètre plus contenu de 39 mm, particulièrement adapté aux poignets plus fins. Tarif plus raisonnable, même s'il tente à augmenter. Remontage automatique, que certains préfèrent au remontage manuel de son aîné. Et enfin, pas mal de variantes très sympas. Par exemple, ça, ou encore ça. On entend en effet depuis toujours, vraiment depuis très longtemps, beaucoup de choses sur le mouvement automatique de cette Speed, considérée à tort par certains comme une sous-Speedmaster, une Speed de seconde zone, un second couteau, un ersatz, un succès d'année, enfin bref, vous avez compris. Personnellement, j'ai toujours trouvé hyper attachante cette petite Speed et sachez que son mouvement ne démérite pas. Il s'agit là du calibre Omega 3220 basé sur un mouvement ETA 2892 combiné à un module Dubois des Praz. L'ensemble est robuste et précis, mais, à condition d'avoir correctement révisé, lubrifié et à condition qu'elle soit utilisée avec soin. J'explique. Ce mouvement a l'avantage de permettre à cette Reduced de conserver une relative finesse avec 12 mm d'épaisseur. Mais, car en effet, il y a un mais, l'ajout d'un module, ici en l'occurrence un module Dubois des Praz, rend l'entretien plus fastidieux car l'horloger est obligé d'abord de démonter le dit module afin d'accéder aux composants de base du mouvement. Aussi, les modules ne sont pas toujours aussi bien intégrés que les mouvements nativement conçus avec la fonction, ici par exemple, la fonction chronographe. Ce qui peut, si c'est mal entretenu, entraîner une usure prématurée ou même des dysfonctionnements en effet. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette réputation de mouvement à la fiabilité perfectible colle à la peau de cette Reduced depuis toujours, souvent à cause de mauvaises révisions, de mauvaise lubrification et parfois de mauvaise utilisation. Donc pour répondre à ta question, fonce si la Reduced te plaît, car elle est fiable à condition d'avoir été, comme je viens de le dire, correctement révisée, correctement lubrifiée, et garde à l'esprit qu'une révision de ce type est plus coûteuse qu'une simple révision 3 aiguilles. Donc privilégie une pièce au tarif cohérent, mais réellement révisée. En clair, mais je le dis à chaque fois, n'achetez pas un prix et assurez-vous, encore une fois, que la montre a réellement été révisée. Il existe encore beaucoup trop, même de professionnels, qui disent que la montre a été révisée, mais en fait, elle a juste été vérifiée, passée au chronocomparateur. J'espère avoir répondu à ta question. Allez, on passe sans plus attendre au cœur de notre épisode. Quelles sont, selon moi, les marques les plus sous-cotées du moment ? Deuxième partie, c'est parti !
Alors, je vous propose qu'on démarre cette deuxième partie avec une marque allemande très accessible et finalement peu connue du grand public. Donc clairement sous-cotée si l'on en croit à mes critères. Il s'agit bien évidemment de Stowa. Pour moi, une marque de cœur depuis de nombreuses années. Comme d'habitude, pour mieux comprendre, petit retour sur son passé. Alors l'histoire de Stowa est celle d'une marque horlogère qui a été fondée en 1927 par Walter Storz à Hornberg en Allemagne. Le nom Stowa est dérivé des premières lettres du prénom et du nom du fondateur, Storz et Walter. La maison s'est forgée une réputation solide, notamment grâce à ses montres de pilote, qu'on appelle Flieger, que je connais bien pour en avoir eu, ses montres Bauhaus et son implication dans l'horlogerie militaire. Dès ses débuts, la marque se spécialise dans la fabrication de montres de poche et de montres bracelets, avec une attention toute particulière à la précision et au design fonctionnel. Dès 1935, Stowa déplace son usine et son siège à Pforzheim, une ville réputée pour son industrie horlogère. Ce déménagement permet à la marque de s'inscrire au cœur de l'horlogerie allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Stowa devient l'un des 5 fabricants officiels des célèbres montres Flieger dont je viens de vous parler, destinées aux pilotes de la Luftwaffe. Ces montres se distinguent par leur lisibilité exceptionnelle, leur robustesse et leur design utilitaire. Les caractéristiques principales des Flieger incluent un grand boîtier, un cadran noir avec des chiffres luminescents qui tranchent et une couleur de grande taille pour être manipulée avec des gants. Les couronnes les plus connues étant les couronnes oignons et les couronnes dites diamants. Après la guerre, l'usine de Pforzheim n'est plus qu'un tas de gravats. Cependant, Walter Storz la fera reconstruire dès 1945. Stowa continuera ensuite à produire des montres fonctionnelles et fiables, tout en explorant des designs plus modernes, notamment avec les montres Bauhaus. Vous vous souvenez sûrement de ce mouvement issu de la célèbre école d'architecture éponyme. J'en parle dans le premier épisode au sujet de Nomos. Dans les années 30 à 50, Stowa, à l'instar de Nomos, développe des montres inspirées du mouvement Bauhaus, caractérisé par un design minimaliste et intemporel. Le modèle Antea n'est d'ailleurs pas sans rappeler la Nomos Tangente. Un tout petit peu. Mais la date la plus récente, si on peut dire, qui marqua un tournant important pour Stowa est son rachat par Jörg Schauer en 1996. Jörg Schauer est un artisan horloger passionné qui permettra à la marque de renaître littéralement, renouant avec ses racines, mais tout en s'adaptant au goût vraiment plus contemporain. Jörg Schauer modernisera grandement les installations pour faire des montres toujours très fiables, mais qui vraiment sont très fidèles au design historique. Ça me rappelle quand j'ai acheté ma Flieger en 2008, je crois, ou 2007. À cette époque, la marque proposait déjà une alternative hyper intéressante avec un rapport qualité-prix-passion inégalable. C'était dans les, je crois, 500-600 euros, un truc comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est que vous pouviez à l'époque commander votre Flieger personnalisé, alors comme c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était Jörg Schauer en personne qui montait la pièce, qui joignait même au set une carte numérotée et signée de sa main pour attester de son intervention en personne. Mes pièces préférées chez Stowa. Évidemment, la Flieger, la montre de pilote, fidèle aux modèles originaux de la Seconde Guerre mondiale, avec une préférence pour la Flieger classique, 36 mm, avec ses belles aiguilles bleuies, son cadran ultra lisible, sa couronne oignon typique et sa possibilité de personnalisation, donc avec ou sans logo, comme on appelle la Flieger no logo, en auto ou en manuel, avec ou sans date, et même le fait de pouvoir ajouter une gravure, soit sur le rotor, soit sur le fond. La mienne était en 38 mm, mais je crois qu'elle n'existe plus en l'état. Elle est à partir de 1260 euros. Ma deuxième gamme préférée chez Stowa, la ProDiver, une gamme de plongeuses très originale avec cette fameuse boîte taillée à la serpe. Autrefois appelée Seatime ProDiver, elle en conserve toutefois l'ADN. Alors attention, c'est un beau bébé de 42 mm en titane bien massif, bien robuste, abritant un Sellita SW200. Perso, j'aime beaucoup la Vintage 95 Limited, qui, comme son nom l'indique, est une pièce limitée à 95 exemplaires, dont vous pouvez même choisir le numéro parmi le menu déroulant sur le site web. Et ça, je trouve c'est quand même assez rare, et c'est très appréciable de vraiment pouvoir choisir directement et d'être sûr d'avoir le numéro qu'on a demandé. 1810 euros pour cette belle sur caoutchouc, ce qui est plutôt contenu vu la qualité de la bête. Belle, bête. Sa variante en céramique est également très cool, même si je suis pas à la base fan de céramique. Celle-ci est proposée au même tarif que la première, mais affichant un style vraiment plus moderne, avec son aiguille des minutes, sa trotteuse et ses 15 premières minutes de la lunette, avec un verre ultra lisible. Vous l'aurez compris, avec Stowa, c'est du sérieux, c'est du bien construit, c'est du Dutch Qualitat en somme. Alors ça peut parfois paraître un brin austère, mais je trouve tout de même qu'ils ont vraiment réussi à moderniser toutes ces gammes tout en restant fidèles à l'ADN, à l'esprit d'origine. Et croyez-moi, l'exercice n'était pas si simple. Dites-moi en commentaire déjà si vous connaissiez Stowa avant cet épisode et ce que vous en pensez, tout simplement. Allez, on change totalement d'univers et on passe à la marque suivante. Ceux qui suivent la chaîne savent que je ne pouvais passer à côté de grands Seiko pour illustrer les marques sous-cotées et à reconsidérer en 2025.
Même s'il reste évidemment du chemin pour que GS figure parmi les plus grands dans la conscience collective des amateurs, Grand Seiko œuvre depuis maintenant plus de 20 ans pour un développement intensif à l'international. Et les grandes marques suisses feraient mieux de ne pas pécher par excès de confiance face à cette marque redoutable, excellent par son savoir, sa qualité et la progression solide et durable de sa notoriété dans le cœur des amateurs. En effet, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en 20 ans, Grand Seiko est passé d'une marque de niche à un acteur de plus en plus reconnu parmi les grandes maisons horlogères de luxe. Voici donc un aperçu de cette évolution qui s'est découpée en plusieurs étapes clés. Tout d'abord, la reconnaissance internationale. Ça paraît loin, mais en fait c'était hier, c'était début des années 2000. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des décennies, les grands Seiko étaient exclusivement disponibles et commercialisés au Japon. Cependant, au début des années 2000, Seiko a commencé à envisager son expansion internationale. 2004 sonne l'arrivée de Grand Seiko hors du Japon. C'est donc en 2004 que Grand Seiko a été introduit pour la première fois dans certains marchés internationaux, notamment l'Asie et les États-Unis. L'Europe était encore à l'époque absente de cette expansion. Les montres Grand Seiko ont commencé à attirer l'attention des amateurs européens grâce à des salons comme par exemple Basel World dès 2010. Les caractéristiques emblématiques de Grand Seiko telles que la finition, la précision, le design qui est très reconnaissable ont suscité l'intérêt de beaucoup de connaisseurs. Et pas des moindres, car on parle là des connaisseurs avertis. Vous savez, les fameux leaders d'opinion. En somme, le loup était dans la bergerie. Grand Seiko a officiellement fait son entrée sur le marché européen au début des années 2010. La marque a commencé à être distribuée dans certains pays clés, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France via des détaillants spécialisés. Parallèlement à ça, Grand Seiko faisait des pas de géant en termes de technologie, en termes d'innovation, notamment avec le Spring Drive, qui a été inauguré début 2000 et qui combine un mouvement mécanique avec un régulateur électromagnétique, ce qui offre une précision impressionnante de -15, +15 secondes par mois. Mais je vous ai déjà parlé de tout ça dans pas mal d'épisodes et je vous renvoie d'ailleurs à celui réalisé avec Cyril Turban, brand manager de Grand Seiko. Je ne peux, et c'est classique chez moi, je sais que je le fais à chaque fois, je ne peux cependant résister au plaisir de vous faire admirer cette trotteuse qui glisse majestueusement, absolument incomparable. Les calibres iBit 36000, donc à haute fréquence, quant à eux, rivalisent de précision et de fiabilité. À cette époque, Grand Seiko est encore assez souvent confondu avec Seiko par le grand public. Cependant, il y a pas mal d'amateurs éclairés notamment, qui ont commencé à reconnaître la marque comme étant une sérieuse alternative, un sérieux concurrent des grandes maisons suisses comme Rolex, comme Omega, comme Jaeger. L'indépendance de Grand Seiko en 2017. Donc en 2017, Grand Seiko devient une marque à part entière de Seiko. C'est une décision importante du groupe, une volonté de marquer et de positionner à part Grand Seiko comme une entité distincte, consacrée uniquement au luxe. Parallèlement à ça, le logo Grand Seiko commence à apparaître seul sur les cadrans. Et parallèlement à ça, il y a également une montée en puissance de la distribution. Et en 2020, comme une forme de consécration, la boutique exclusive Grand Seiko ouvre ses portes, place Vendôme, le lieu habituellement consacré aux grandes marques horlogères et haute horlogerie suisses. N'hésitez pas à jeter une oreille au podcast et un œil à la vidéo tournée en ces lieux fin d'année dernière. Je vous mets, comme d'habitude, les liens en description. Et donc, ces dernières années, il y a eu aussi une valorisation de l'artisanat japonais. Grand Seiko a commencé réellement à communiquer et à mettre en avant son approche artisanale, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, notamment dans la finition des boîtiers avec le fameux polissage Zaratsu, la fabrication des cadrans, qui est un domaine dans lequel la marque excelle et surpasse d'ailleurs beaucoup de ses concurrents helvétiques, et l'excellence de ses calibres maison. Cette stratégie a particulièrement séduit un profil d'amateur en quête d'une forme d'excellence, profil d'amateur qui ne cesse de croître depuis des années. Grand Seiko en 2025, c'est une reconnaissance grandissante, une forme de consécration, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, c'est largement reconnu comme une véritable alternative à ses rivales suisses. Et je pense d'ailleurs que Grand Seiko a encore de grandes choses à faire. On est vraiment au début, on est vraiment à l'aune de cette transformation. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser dès maintenant, parce que je pense que vous allez voir des grands changements dans les années à venir. D'ailleurs, comme dit dans pas mal d'épisodes, je ne peux que vous encourager à vous faire votre propre opinion et à venir passer un moment dans la boutique Grand Seiko Place Vendôme. Si c'est votre première visite, je vous garantis qu'il y aura un avant et un après. Quel est le plus grand défi de Grand Seiko ? Malgré son succès, Grand Seiko vraiment doit aujourd'hui surmonter une image qui vraiment lui colle à la peau, qui est trop associée avec Seiko, souvent perçue comme une marque grand public et pas encore suffisamment assimilée à du luxe. Je vois quand les gens n'ont pas suffisamment creusé la question, ils ne comprennent pas, et moi le premier, il y a quelques années, je comprenais pas qu'on puisse avoir une marque qui propose des montres à 200,
à 1000, à 2000, à 10 000 et à 15 000 avec le même nom sur le cadran. Je me transposais en me disant, mais imagine si Rolex vendait des montres à 200 € et des montres à 5 000 et à 15 000. Ça ne marcherait pas. Donc, cette volonté de différenciation vraiment et de scission, si on peut dire, de grand Seiko avec Seiko visuellement dans la communication et même dans les points de vente est très importante. Et vraiment, ne vous y trompez pas, une Seiko, même si c'est très qualitatif, n'a rien à voir en qualité, en finition, en artisanat avec une grand Seiko. Cependant, et c'est important, j'ai remarqué, et c'est vraiment assez propre à Grand Seiko, que les personnes qui évangélisent le mieux vis-à-vis de Grand Seiko sont les amateurs eux-mêmes, les utilisateurs, les personnes qui ont acheté les montres, qui sont venues en boutique, qui ont compris et qui ont vraiment eu ce tipping point, c'est-à-dire vraiment ce point de bascule entre l'avant et l'après. Et c'est pour ça que je vous dis, allez voir en boutique. Mes modèles préférés, j'en ai déjà parlé plein de fois, et même dans le premier volet, lorsque j'ai répondu à la question d'un auditeur, mais je peux vous les citer à nouveau, je vais juste pas m'étendre. Il s'agit de la SBGH 273 et son fameux cadran bleu que je trouve, j'ai jamais retrouvé ce bleu ailleurs, avec son logo et son aiguille or, c'est magnifique. Et la plus traditionnelle SBGY 009, c'est-à-dire la revisite de la 44GS, 55e anniversaire, une vraie réussite. Ce cadran est juste unique, cette réserve de marche au dos. Voilà, je trouve que ce sont deux montres qui sont très différentes, mais très complémentaires. Deux montres qui sont très différentes côté look et côté mouvement, puisque on peut aussi noter que la première, la 273, a le high beat et la 009 a le spring drive. Mais toutes deux sont sublimes et disent une histoire différente. Il y a fort à parier qu'en 2025, une des deux apparaisse dans la collection. Et vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire et faites-moi part de votre rêve préféré chez Grand Seiko. J'ai hâte de les lire et sachez que je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tous, sinon je ne ferai que ça du matin au soir. Mais voilà, je lis tous les commentaires. Allez, on passe à la dernière marque sous-cotée de ma sélection. Mais attention, bien sûr, disclaimer, ça ne veut évidemment pas dire qu'elles ne sont que 6 dans le paysage horloger, vous l'avez compris. Et d'ailleurs, dites-moi quelles marques demeurent pour vous les plus sous-cotées. J'aimerais vraiment que vous me disiez dans les commentaires, en DM, sur Insta, quelles sont les 2, 3, 4 marques qui pour vous sont sous-cotées. Alors j'ai remarqué dans les commentaires, comme je vous dis, comme je les lis, qu'il y avait beaucoup Grand Seiko qui sortaient, il y avait beaucoup Vacheron qui sortaient aussi, il y avait beaucoup Zénith évidemment, il y avait alors Nomos sortait de temps en temps, voilà, il y avait pas mal de marques comme ça, mais n'hésitez pas à me dire lesquelles pour vous sont les plus sous-cotées. Allez, pour ma part, je tombe le suspense. La 6e, selon moi, est la marque des horlogers. J'ai nommé Jaeger-LeCoultre, comme une évidence. Jaeger, c'est vraiment un cas d'école. C'est un mystère à bien des égards. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Car bien que Jaeger-LeCoultre soit largement reconnue comme l'une des maisons horlogères les plus prestigieuses, il existe quand même pas mal d'arguments pour penser que, dans une certaine mesure, elle est relativement sous-évaluée par rapport à d'autres grandes marques, comme Patek, comme Audemars et comme d'autres. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Tout d'abord, elle a une notoriété qui est curieusement moins forte auprès du grand public. Il y a vraiment l'effet, oui j'aime les montres, oui j'aime ces montres, mais je ne saute pas le pas. Contrairement à des marques comme Rolex, comme Patek Philippe, Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre n'a pas la même notoriété auprès du grand public, notamment en raison des campagnes marketing qui sont moins agressives, qui sont plus discrètes. C'est un peu plus timide, ça hésite un peu plus à montrer les muscles. La Reverso, dont je parle d'ailleurs dans l'épisode spécial sur l'histoire de Jaeger, je mets toujours le lien en description, est très appréciée des connaisseurs, mais elle n'a pas atteint le même niveau de phénomène culturel. C'est clair que certaines légendes bien connues, j'ai même pas besoin de les citer. Effectivement, tout le monde connaît la Reverso, mais entre l'aimer et franchir le pas, il y a vraiment un gros gap. Alors pour rester poli, on va dire que c'est une marque qui a le boîtier entre deux chaises. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a vraiment un paradoxe avec Jaeger-LeCoultre qui est assez troublant. C'est qu'elle est considérée vraiment comme une marque haute horlogerie, très sérieuse évidemment, et on va voir pourquoi elle est particulièrement sérieuse dans ce domaine, mais bizarrement, elle n'est pas considérée au même niveau que Patek, Audemars, etc. Donc d'un côté, elle est en dessous de toutes ces marques-là, et de l'autre, comme je disais, le boîtier entre deux chaises, elle est positionnée malgré tout en dessus d'Omega, par exemple, ce qui floute encore son positionnement. On a du mal à savoir et à la mettre dans une case. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même très important de pouvoir catégoriser les montres. On voit que beaucoup de personnes de YouTube, de créateurs de contenu le font. On a besoin de savoir dans quelle catégorie on peut classer une marque. C'est facile de classer Rolex, c'est facile de classer Audemars, c'est facile de classer tout un tas d'autres marques. C'est pas simple de mettre Jaeger et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce qui est très important avec cette marque et ce qui est aussi un paradoxe, c'est qu'elle a un héritage technique qui est absolument immense, mais qui est méconnu de la grande partie du grand public. Il faut savoir que Jaeger-LeCoultre, est surnommée la grande maison, parce qu'elle a un rôle historique dans l'industrie horlogère. Elle a fourni des calibres à des marques prestigieuses, comme Patek Philippe, comme Audemars Piguet, comme Vacheron Constantin, mais ce rôle de manufacture de l'ombre reste parfois vraiment trop méconnu du public. Il faut savoir quand même que la marque a créé plus de 1300 calibres différents, ce qui est un exploit
inégalé dans l'industrie, mais vraiment cet héritage technique, et je le remarque et je le déplore, n'est pas toujours mis en avant de la part de la marque. Défaut de storytelling, disais-je. Voilà, on est en plein dedans. Aussi, ce qui est important de souligner, c'est que comparé à ses concurrentes, Jaeger, LeCoultre offre souvent des montres d'une qualité technique et de finition supérieure, mais à un prix relativement compétitif. Alors, j'insiste vraiment sur les guillemets, relativement compétitif. On est quand même sur de la montre à un certain niveau de prix, mais si vous comparez un QP, un quantième perpétuel, certains chronos, certaines complications, et vous allez voir que finalement, elle est quand même beaucoup plus accessible que certaines marques. Et enfin, l'élément principal pour moi qui tend à brouiller la lecture de cette marque, c'est le positionnement de ces gammes. En fait, pour faire simple, on n'a pas d'entre-deux. On a soit du dress très simple, de la 3 aiguilles, etc., soit de la méga complication à outrance. Mais finalement, au milieu, c'est le néant. Il n'y a quasiment rien, presque rien. Sauf si on vient fouiller justement, et ça c'est important, du côté du vintage. Alors là, c'est différent, et c'est là que ça devient intéressant. Côté trouvailles, côté pépites et côté tarifs. Bref, on y revient, et on y revient toujours. C'est systématiquement le même problème que pour les autres marques, c'est un cruel défaut de faire savoir, alors que le savoir-faire y est pléthorique. En fait, c'est assez drôle, moi j'aime bien faire cette comparaison. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est assez éloquente. C'est comme si on comparait au domaine de la musique. Vous savez, c'est un peu comme l'artiste, auteur, compositeur de l'ombre, qui écrit avec génie pour faire briller les plus grands. Ceux à la présence scénique incomparable. Et pendant le même temps, des tubes faciles à retenir envahissent les charts. Rien de nouveau sous le soleil. Un de mes modèles préférés chez eux, ça fait très longtemps que j'adore cette montre. Peut-être qu'un jour je la prendrai, je sais pas. Vous savez, il y a parfois des montres qui doivent rester des fantasmes, entre guillemets. La Reverso Grand Sun Moon, un modèle du milieu des années 2000 qui abritait la complication jour-nuit, phase de lune, réserve de marche, mais surtout, si vous observez au dos, un mouvement incroyablement décoré de constellations, d'étoiles. C'est tellement beau, je vous laisse admirer. Juste pour le plaisir des yeux, c'est absolument incroyable. Moi, j'avais eu sa petite sœur qui était la Grande Réserve 8 jours. Je vous mets une petite photo. La Grande Réserve 8 jours, une montre absolument incroyable avec sa date grand guichet et ses 2 guichets de date et ses 2 disques antagonistes qui tournent dans le sens inverse quand on change de jour. Rien que pour ça, vous êtes à minuit moins 1 devant le cadran de votre montre pour observer cette petite merveille. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Quelle est votre marque préférée? Comme toujours, dites-le moi en commentaire sous la vidéo YouTube. Plus largement, faites-moi savoir ce que vous avez pensé de ce deuxième volet de ma sélection des 6 marques les plus sous-cotées et à reconsidérer. Et voilà, comme à chaque fois, il n'est de bons amis qui ne se quittent, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, commenter. Et surtout, j'insiste vraiment là-dessus, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, ça vous prend 2 secondes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Ça donne de la force, ça permet un meilleur référencement. Et moi, indirectement, ça me permet de vous faire de meilleurs épisodes, pour avoir de meilleurs sujets et vous offrir encore ce niveau de qualité. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, et comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Le succès n'est jamais possédé, il est loué. Et le loyer est dû chaque jour. Justin James Watt. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!